Marcel, donc tu as complété la partie du diagramme de Gauss dans le cours des laits de sang. Oui. C'est fini. Bonjour, monsieur. Bonjour. On aimerait bien avoir des explications par rapport au théorème de Thévenin. Est-ce que ça serait possible? Oui, bien sûr, mais malheureusement, j'ai un cours maintenant. Est-ce que sera possible de venir dans 1 heure et demie? Ouais, ça me dérange pas. Marcel, parce que j'ai encore 10 minutes, je pourrais leur expliquer le théorème de Thévenin. Si vous voulez, on peut passer dans ce local-là. OK, parfait. OK? Allez-y. Merci. Donc, l'explication, je suppose, était claire, mais je vais faire quand même un petit résumé sur le théorème de Thévenin. Donc, si on prend un circuit simple avec une source de tension avec 3 résistances, donc, d'après le théorème de Thévenin, ce circuit-là peut être remplacé par l'équivalent de Thévenin. Donc, dans l'équivalent de Thévenin, on a 2 informations qu'on ne sait pas vraiment les valeurs. C'est la tension de Thévenin et la résistance de Thévenin. Comment on peut trouver ces 2 grandeurs? Il y a différentes méthodes, mais je vais vous donner les 3 méthodes qu'on vient de parler tout à l'heure. Donc, la première méthode, c'est de trouver la tension entre A et B qui est égale à la tension VTH. Donc, si j'arrive à trouver cette tension entre A et B, je détermine la tension de Thévenin. Pour trouver la résistance de Thévenin, donc, on va éliminer ou bien on va court-circuiter la source de tension. Donc, la résistance entre A et B va être égale à la résistance RTH. Donc, ça, c'est la première méthode. Pour la deuxième méthode, pour la tension de Thévenin, c'est la même technique. La tension de Thévenin est égale à la tension entre A et B. Mais pour la résistance de Thévenin, ce qu'on va faire, on va mettre à la sortie un court-circuit. OK? Donc, en mettant un court-circuit, la résistance de Thévenin va être égale à la tension de Thévenin divisée par le courant de court-circuit. Donc, ça, c'est la deuxième méthode. Pour la troisième méthode, c'est une méthode qui est très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a des circuits où la méthode 1 et la méthode 2 ne vont pas être appliquées. Donc là, on va être obligé d'utiliser la méthode 3. C'est le cas où le circuit contient seulement des sources dépendantes. Donc, il n'y a pas de source indépendante. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer à la sortie une tension arbitraire, une tension Vx, et on va chercher le courant qui circule dans cette source arbitraire. D'accord? Donc, c'est un circuit simple où on peut appliquer la loi de Kirchhoff. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de ce courant-là? Le courant Ix est égal à Vx moins VTH divisé par RTH. Donc, on fait la même chose avec ce circuit parce que les 2 circuits sont identiques. Donc, on va mettre une source de tension ici, Vx, et on mesure le courant. Donc là, je vous montre les détails ici, comme résumé. Donc, la tension de Thévenin, avec la première méthode, on trouve que c'est la tension de la source multipliée par un diviseur de tension, R2 divisé par R1 plus R2. Et la résistance de Thévenin, c'est principalement les 2 résistances R1 et R2 en parallèle, plus la résistance R3. Donc, la deuxième méthode, je vais aller un peu plus vite, donc c'est ça le résumé. Finalement, la troisième méthode qu'on doit faire, c'est d'appliquer une source de tension Vx et de trouver le courant X. Donc, principalement, le résultat va être ce résultat-là, qu'on doit comparer avec cette expression qu'on vient de trouver dans cette formule ici, avec la loi de Kirchhoff. Donc, si on compare, ou bien si on identifie la tension de Thévenin et la résistance de Thévenin, on remarque que la tension de Thévenin est égale à cette valeur-là, et la résistance de Thévenin est égale à cette valeur. D'accord? Donc, essayez de terminer votre prise de notes, parce que j'ai quelqu'un qui va venir tout à l'heure dans quelques secondes. Donc, faites vite si vous voulez. Par contre, ça va prendre du temps là, pour copier tout ça, mais bon, pas le choix. Mais est-ce que vous n'avez pas un cellulaire pour prendre une photo ou bien? Ben moi, j'ai oublié mon cellulaire, mais je pense que j'ai un appareil photo dans mon sac. Non, c'est une bonne idée, ça. Je vais prendre les schémas en photo. C'est à la mode maintenant, la caméra. Essaye de prendre des photos plus proches là, pour que ça soit assez clair. Là. OK. Oups, je pense que j'ai pété mon flash. Est-ce que je peux voir, là? Ah, Oh. voilà, ça marche. Ah, d'après moi, tu fais de la magie. Est-ce que c'est de la magie en fait, ou je c'est suis scientifique? capable de recharger la batterie. Là. Mais la situation est la suivante, c'est que le flash est fonctionnel à l'aide d'un circuit qui contient un condensateur et une résistance. Donc, il faut penser à la charge et la décharge d'un condensateur. Donc, principalement, si on comprend cet effet-là, charge et décharge, on peut expliquer ce qui vient d'arriver. Donc, c'est pas de la magie. Donc, c'était une question de charge et décharge du... Ah, tiens, vous êtes
Bonjour, Oui, Nadir. bonjour. Je venais juste pour Oui, pour la réunion. essayer le TELAD, là. Oui. Vraiment, ça tombe très bien parce que ces deux étudiants m'ont posé une question concernant la charge et la décharge d'un condensateur. En fin de compte, ils étaient en train de prendre une photo avec leur caméra. Oui. Et la caméra, lorsque Kevin a essayé de prendre quelques photos, à la deuxième prise du flash, donc le flash n'a pas fonctionné. Puis il y a Salam qui a essayé une troisième fois, ça a marché. Donc il voulait savoir c'était quoi le fonctionnement et le non-fonctionnement du flash. Comment tu expliques ça? Ben, elle doit avoir des puissances extraordinaires pour recharger la batterie, là. Mais non, ça tombe bien. Avec le TELAD, je vais pouvoir peut-être leur donner quelques petites explications. Oui, ça se fait D'accord. très bien. Oui. Ben, là, on va... Merci. Bien, voilà, c'est une occasion aussi pour vous présenter déjà le TELAD que vous allez avoir à explorer dans le cours. Le TELAD, c'est le travail de laboratoire à distance. Donc, vous êtes censé, au préalable, réserver un temps précis pour se connecter à ce TELAD-là. Vous avez sur ce logiciel la réservation. Et quand vous arrivez pour réaliser le TELAD, donc vous rentrez directement sur le laboratoire, on va vous demander votre code universel. Bon, moi, je mets mon code là, qui est ici, et puis un mot de passe. Donc, vous rentrez, donc là, valider. Puis là, ça vous donne accéder au laboratoire. Voilà, donc là, j'ouvre, et puis là, je suis directement connecté à l'équipement dans le laboratoire. Donc, il y a un kit. D'ailleurs, vous le voyez ici par la caméra. Ça, c'est l'image de la caméra. Et puis, les équipements, ou l'équivalent des équipements que vous aurez dans un laboratoire classique, c'est entre autres un oscilloscope et un générateur. Alors, ça dépend des manipulations. Dans d'autres manipulations, on peut utiliser d'autres équipements. Mais en général, ça tourne souvent autour de ces deux équipements. Alors, comme vous le faites dans le laboratoire, la première des choses, c'est de mettre les équipements en marche. Alors, on va mettre l'oscilloscope, par exemple, en marche. Alors, je vais me mettre sous la forme là. Et puis, je vois que l'oscilloscope, il a deux voies. Et sur chaque voie, on a le choix entre 8 entrées qui sont sur le kit qu'on utilise, qui vont de AI0 jusqu'à AI7. Alors, pour cette manipulation, je vais affecter le AI0 au canal AI0, et puis je vais mettre là-dessus AI2, d'accord, sur le deuxième canal. Et je mets mon oscilloscope en marche, et il est déjà en marche. Donc là, comme il n'y a rien qu'on a appliqué comme générateur, le générateur est en marche, on ne voit rien, donc les signaux sont pratiquement au zéro. Alors, je vais mettre, je vais vérifier ou bien mettre, si ce n'est pas le cas, la tension, l'amplitude maximale à 10 volts pic to pic. Et puis, je vais commencer par une fréquence, mettons, de 10 Hz. Voilà, 10 Hz. Et je vais mettre, en général, au démarrage, vous allez trouver votre générateur à un signal sinusoïdal. Moi, je veux utiliser un signal plutôt carré. Et je vais mettre mon générateur en marche. Alors, là, je vois les signaux. Donc, il y a deux signaux. Le signal qui est en vert, on va changer un peu de base de temps. Le signal qui est en vert, c'est le signal carré du générateur. Et le signal qui est en bleu, c'est le signal aux bornes du condensateur. Et c'est ce signal-là qui attaque la diode. Et vous voyez sur la caméra ce qui se passe au niveau de la diode. Elle s'allume, elle s'éteint. Donc, à une fréquence de 10 Hz que vous voyez là. On peut diminuer en fréquence, par exemple 5 Hz. Ça va être un peu plus long. Voilà. Alors, quand je change une grandeur, il faut que j'appuie sur Entrée pour qu'elle soit prise en compte. Et donc là, vous la voyez s'allumer et s'éteindre à une cadence bien rythmée. Donc, si maintenant j'augmente cette fréquence et que je la ramène à 100 Hz, par exemple, vous voyez ce qui se passe, la diode LED ne s'allume plus. Et du coup, vous voyez sur les signaux que la forme du signal du condensateur, elle est fortement limitée et elle s'arrête au début de la charge et n'atteint pas la tension maximale qui permet d'allumer la diode. Alors, voilà donc une piste pour éclairer un peu le phénomène que vous avez vu dans le cas
du flash en question. Voilà. Donc, comme au laboratoire, quand on a terminé les manipulations, on va se contenter là. Vous allez avoir la possibilité, avec le détail du télé, de faire d'autres manipulations. Quand donc on termine, on arrête. On commence par le générateur. Vous voyez que les signaux sont là. Puis on arrête l'oscilloscope aussi. Et puis, donc, tout simplement, je quitte. Dans le cas de votre problème, justement, ce temps de charge n'est pas suffisant. OK. Et c'est pour ça que votre deuxième photo n'enclenche pas le flash. OK. Et puis, est-ce qu'on peut voir ça sur votre TELAD? Oui, ben justement, dans le TELAD, vous allez avoir l'occasion de voir tous ces phénomènes-là de point de vue scientifique. On va vous emmener à regarder le signal justement de charge et de décharge du condensateur que vous voyez ici, le signal bleu. Vous voyez, ça c'est la charge et la décharge. Et vous allez même pouvoir voir que lorsque vous augmentez la fréquence, ben là on va prendre une fréquence beaucoup plus élevée, par exemple à 100 Hz, ou à 1 kHz, là c'est beaucoup peut-être. C'est un peu rapide. Oui, c'est trop rapide déjà. On va ramener même à 100 Hz seulement. Hop, là, le kilo ne s'allume pas. Voilà, on est à 100 Hz. À 100 Hz, vous voyez que la charge n'atteint pas son maximum et en même temps, la diode LED ne s'allume plus. D'accord? Mais c'est quoi qui détermine le temps de charge? Une bonne question, et c'est ça ce qu'on va vous demander dans le TELAD. Vous allez avoir l'occasion d'explorer cela expérimentalement, en variant les différents paramètres, et découvrir quelle est à l'origine de l'influence des différents paramètres, et puis faire le lien aussi avec la théorie, parce que dans le cours, vous allez aussi expliquer tout cela. OK. Ben, c'est vraiment intéressant, là. J'ai vraiment hâte de voir tout ça, là. Oui, vous allez avoir le temps et l'opportunité de manipuler ces équipements à distance à différents niveaux. Et, il faut jouer le jeu pour en profiter pleinement. Merci. Merci beaucoup. Merci.